Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce premier podcast filmé dédié au monde de la formation. Donc j'ai la chance d'avoir autour de moi Sophie Thor, directrice générale de Quark. Bonjour. Bonjour Sophie. Florian Larbalessier qui est directeur du pôle conseil et ingénierie pédagogique chez Quark aussi. Bonjour. Et puis notre collègue Nathalie Pinault qui est donc consultante et ingénieure pédagogique chez Quark et qui travaille dans l'équipe de Florian. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous préoccupe beaucoup, qui est un petit peu le fruit de beaucoup de fantasmes, en tout cas qui était le fruit de beaucoup de fantasmes. Aujourd'hui, avons-nous assez de recul pour pouvoir tirer des premières conclusions, à minima des retours d'expérience? C'est ce qu'on va un petit peu chercher à savoir dans cette émission qui est dédiée donc à l'intelligence artificielle et à son impact sur le monde de la formation, de l'éducation, digitale ou non. Vous avez chacun des points de vue, je pense, différents, avec des profils différents et des expériences différentes. Ça va être très intéressant aussi de voir comment vous percevez les choses. Ouais. Donc je vais commencer tout de suite par un vrai-faux. C'est-à-dire que je vais vous donner une affirmation et vous allez succinctement me donner votre ressenti par rapport à cette affirmation. Okay. On va commencer par toi, Nathalie. Allez. Donc c'est une affirmation, l'intelligence artificielle a remplacé le métier des ingénieurs pédagogiques. Oui, c'est une crainte évidemment, mais pas du tout pour l'instant. C'est un bon soutien en revanche, l'IA, un bon assistant, toujours disponible, mais non, pas de remplacement pour l'instant. D'accord. Bon, on va pouvoir détailler plus tard dans la conversation ton point de vue. Florian, je vais te poser une question aussi. Oui. Le développement de l'intelligence artificielle dans l'éducation nécessite une réflexion éthique sur son utilisation. Ah, c'est vrai, oui, et à plein de niveaux. Et puis aussi, une des questions qui émerge le plus, c'est par rapport à l'appropriation que peuvent s'en faire les étudiants, les apprenants, jusqu'où on peut céder de l'intelligence artificielle pour des rendus. Donc il y a quand même aussi une question éthique. Est-ce que c'est toujours mon travail qu'on évalue? Est-ce que c'est ce que produit la machine? Est-ce que ça a le même degré d'importance? Voilà. Donc oui, il faut se poser ces questions, c'est inévitable. Ouais. Très bien, on pourra en reparler aussi. Sophie, l'intelligence artificielle peut aider à la conception de contenus pédagogiques qui favorisent l'inclusion. Oui, alors ça je dis oui sans conteste, parce que bien évidemment aujourd'hui les outils se développent de plus en plus. Et c'est des outils de facilitation, en fait. Donc, on voit bien que tout ce qui est, on va dire, traduction ou implémentation, par exemple, des sous-titres, peut se faire de manière évidente. Donc, ça, c'est une forme d'inclusion, bien sûr, pour un type de population qui, malheureusement, souffre de handicap. Et puis, toute la partie sonore aussi, également, qui permet de pouvoir augmenter le son, bien sûr, au-delà de ce qu'on pouvait faire déjà sur son ordinateur. Et puis, sans doute, je pense qu'on fera aussi beaucoup d'efforts sur la partie visuelle, graphique, avec la facilitation du grossissement des images, des caractères, de manière à ce que les personnes puissent avoir une meilleure autonomie face à un écran, ce qui était quand même un petit frein jusqu'à maintenant. On va dans ce sens-là, clairement. D'accord. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose, parce que toi, tu as quand même un grand parcours dans le monde de la formation. Pas si grand, quand même. Non, pas si grand. Très agréable. Non, mais c'est vrai que ce serait intéressant de savoir un petit peu comment toi, par rapport au business, vraiment à la vision stratégique, comment tu as vu l'évolution de ce qui était une annonce, qui est ensuite... s'est propagé, s'est vraiment matérialisé par des usages concrets et la façon dont les clients aujourd'hui se positionnent par rapport à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, est-ce que tu ressens chez eux une vraie compréhension de l'apport pédagogique ou est-ce qu'il y a plus un côté tendance un petit peu, on veut utiliser de l'intelligence artificielle parce que c'est tendance et parce que ça nous permet d'être à jour sur quelque chose Alors, moi, je dirais qu'il y a un peu des deux et je vais développer, mais je rajouterais quelque chose. Il y a aussi une très, très forte crainte. La non-maîtrise du sujet. Et c'est ça. Donc la première question tournait autour de finalement, est-ce qu'ils ont une attente? Oui, bien sûr, parce que tout ce qui est outil de facilitation, on en rêve tous, ne serait-ce que nous, en tant que spécialistes de la création de contenu, comme on le fait tous, vous êtes tous des représentants finalement des équipes qui produisaient
produisent un maximum de contenu. Donc oui, il y a une forte attente pour voir si on peut simplifier, accélérer, d'autant que c'est l'attente des clients aussi, parce que la délivrance d'un produit ou d'un contenu de formation doit être de plus en plus rapide. On voit bien que les métiers évoluent extrêmement rapidement, donc il faut répondre à une demande de la même manière. Là où des parcours de formation, ce qu'on appelait le time to learning, duraient jusqu'à 8 mois, 1 an pour produire un parcours, aujourd'hui on ne peut plus attendre ça, il faut répondre dans le mois qui vient. Donc ça, cette attente-là, elle existe, bien sûr. La crainte, elle existe aussi parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Florian, en effet, jusqu'où on va ? C'est-à-dire, moi, je suis une entreprise ou une école, demain, comment je peux m'approprier un contenu que j'ai trouvé finalement grâce à une IA ? La question des droits d'auteur va se poser. En fait, c'est pas assez développé aujourd'hui, mais c'est une véritable... finalement... Et des hallucinations de l'IA. Et des hallucinations. Il y a la crainte. Tout vérifier. Tout à fait. C'est aussi le deuxième pan sur la crainte. Il y a la crainte déjà de la production et finalement de l'usage face à des droits d'auteur et bien évidemment de la véracité du contenu. Voilà. Et puis après, il y a aussi un phénomène de mode où tout le monde s'y intéresse. Ça a déjà été le cas pour plein de choses. On l'a vu sur le métaverse. Parce que c'est assez magique aussi, quand même. Bien sûr, que ça nous fait tous rêver. Incroyable, c'est épatant. Ouais, mais tu vois, phénomène de mode, oui, mais aussi la crainte que tu mentionnes, ça veut dire que tout le monde est conscient du fait que ça va être inéluctable, en fait, que l'IA va être partout et qu'on va être obligé de s'y préparer, bon an, mal an. Donc, et qu'il va falloir l'intégrer dans nos process, tout en restant vigilant et surtout en gardant notre libre arbitre. Oui, et je pense que c'est accéléré cette fois-ci parce que les générations, on va dire quarantenaires ou cinquantenaires, il y a eu ce premier frein, mais donc maintenant ils ont compris. Et puis il y a eu le deuxième virage Covid qui était finalement le distanciel, où il a fallu basculer de manière inéluctable. Quant aux jeunes d'aujourd'hui, pour eux, ils sont natives dans l'IA. Donc ils ne se posent même pas la question. C'est aussi pour ça que finalement on va aller, je pense, encore plus vite, non seulement parce qu'il y a des progrès techniques, mais il y a aussi ces progrès des mentalités où finalement la culturation, elle se fait bien plus facilement et bien plus rapidement que le reste. Mais je dirais quand même que les jeunes personnes se posent quand même des questions par rapport à l'IA ou bien même par rapport à Internet. D'un point de vue éthique, tu veux dire ? Oui, d'un point de vue éthique, d'un point de vue aussi écologique, puisque c'est polluant en fait d'utiliser l'IA, d'utiliser Internet, de mettre des couleurs sur un site Internet, c'est polluant. Et ces sujets-là intéressent beaucoup la jeune génération. Et après, pour eux, ça peut être aussi une assurance de bien faire, de vérifier auprès de l'IA que c'est OK, que c'est bon. Mais aussi un frein à la créativité, etc. Et ils en ont conscience, je trouve, de ça. Ils se méfient aussi de cet apport automatisé, rapide. Mais c'est vrai, moi je me souviens d'une présentation que vous aviez faite en interne, je crois que c'était Pierre-Louis, Stéphane et toi, où vous parliez de l'intelligence artificielle et de justement la façon dont on éduquait finalement l'intelligence artificielle, parce qu'on dit qu'elle est artificielle, mais elle est plutôt orientée, cette intelligence. Elle réagrège. Elle réagrège. Il y a des informations. Et elle est entraînée. Elle est entraînée, c'est ça. Et surtout le fait qu'au final, non pas le bot, mais le bot, un chatbot, qui est quand même, je pense, c'est l'usage qui apparaît le plus intuitif, je pense, et tout de suite on pense à ChatGPT, à Claude, à tous ces moteurs, vont être alimentés et soit confortés dans leur bonne réponse par des humains, qui à la base leur posent la question. Donc il y a quand même, c'est un petit peu comme Wikipédia, ce côté, au final ça devient la véracité, parce qu'on pense que Wikipédia répond à tout, mais c'est quelque chose qui est collaboratif, et collaboratif à l'échelle du monde entier. Voilà, entre gens qui ne sont pas forcément experts du sujet sur lequel ils vont s'exprimer et dire à la machine, non, c'est pas ça, alors que peut-être la machine avait raison au départ. Et comment on fait justement pour pallier ce risque-là ? Parce qu'il existe quand même, on est d'accord. Mais c'est pour cette raison qu'il faut toujours vérifier les informations. Il faut toujours avoir un socle. Nous avons un socle culturel, nous avons un niveau de langage suffisant pour parler à l'IA, pour qu'elle nous réponde aussi sur ce même niveau de connaissance et de langage. Et nous allons aussi vérifier
les sources, les dires ou les hallucinations de l'IA. Il y a 2 axes, moi je dirais. C'est un peu comme pour Internet, en fait, ça passe par l'éducation des utilisateurs et dire, ne pas prendre pour argent comptant le premier truc sur lequel tu vas tomber. Donc il faut que tu apprennes à vérifier. Et puis le deuxième axe, justement, ça va être aussi des stratégies pour demander à l'IA de vérifier elle-même ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'on peut vraiment instaurer un dialogue avec l'IA et puis lui dire, moi, il faut que tu me prouves que ce que tu me dis est vrai. Alors peut-être même en lui donnant des indications plus précises, en allant sur tel site, en faisant telle chose. En lui disant qu'on n'est pas d'accord. Et c'est possible, effectivement, il y a beaucoup d'experts qui commencent à démontrer des espèces de stratégies, de méthodes pour faire que l'IA s'auto-corrige, vérifie ce qu'elle a avancé en premier lieu. Et j'ai envie de dire aussi, il ne faut pas tomber dans le travers, et ça on en a beaucoup, malheureusement, qui sont dans une espèce de pensée hallucinatoire, cette fois-ci humaine, où ils pensent que l'IA va remplacer tout. Et c'est-à-dire que pour le coup, le coup, cette fois-ci, C-O-U-T, avec un accent circonflexe, tout va devenir finalement à la portée de n'importe qui, puisque chacun sera capable de le faire. Or, on sait bien que ce n'est pas la panacée non plus, alors avec tous les biais que vous avez cités, bien sûr, mais également avec l'usage qu'on en fait de l'IA. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un début de réponse sur un contenu qu'on est en capacité de le rendre pédagogiquement intéressant, de se l'approprier et surtout de savoir transmettre. Alors, il y a des débuts de réponse par rapport à tout ça et bien sûr, ça va évoluer, mais il y a aussi un courant de pensée, j'ai envie de dire, côté client, qui se dit, mais oui, mais moi, en fait, je vais faire moi-même et puis j'ai plus besoin de profs, j'ai plus besoin d'experts parce que l'IA va me donner réponse à tout. Et ça, je pense qu'il faut être vraiment très vigilant. Aujourd'hui, c'est le courant de facilitation et de raccourci qui, malheureusement, dénature complètement, finalement, décrédibilise l'activité qu'on peut faire. Et déstructure l'ingénierie pédagogique, par exemple. Absolument. Et puis, discrédite aussi l'IA, parce que les résultats, après, sont testés par les apprenants qui sont extrêmement déçus. Et en plus, je pense qu'à force, on va reconnaître les écrits de l'IA, on va reconnaître son vocabulaire, on va pouvoir être comme une image numérique ou une image argentique, on peut reconnaître. Et ou aussi l'IA, enfin une image créée avec l'IA, on va pouvoir la reconnaître aussi parce qu'il va y avoir un style finalement, comme un style ou quelque chose de reconnaissable. Oui, sauf qu'il y a quand même une course vers le mimétisme, faire en sorte que ça ait l'air le plus humain possible. Donc, même si ça va être à nous de plus en plus difficile d'être vigilants. Et sur le remplacement, justement, je pense qu'on peut se satisfaire des différentes révolutions que nous avons traversées et qui nous ont remplacés en fait sur des tâches extrêmement pénibles et fastidieuses, etc. Donc l'IA va faire ça, elle va nous remplacer sur des choses qui sont assez pénibles. Oui, et sur lesquelles il n'y a peut-être pas forcément il n'y a pas de valeur ajoutée, en fait. Ça. On a un exemple, vous en parliez aussi la fois dernière, sur le matching. Peut-être décrire rapidement en quoi ça consiste et en quoi vous êtes adossé justement à l'intelligence artificielle pour pouvoir apporter une plus-value ou non. Le matching, en quelques mots, en fait, c'est on a un programme, un référentiel, et on va regarder sur notre catalogue les modules que l'on a sur étagère qui pourraient correspondre, matching, que c'est match, c'est correspondre en anglais, donc qui pourraient correspondre à ce référentiel. Donc en gros, l'ingénieur pédagogique va vraiment analyser le référentiel. Alors, on sait que les référentiels qu'on trouve sur France Compétences peuvent être parfois un peu longs et compliqués, donc ça demande vraiment de l'attention. Et donc il va d'abord falloir bien analyser ce référentiel, et puis ensuite aller regarder dans le détail vraiment tout ce qu'on a dans notre catalogue, voir si précisément ça correspond aux compétences du référentiel. Et ça, sur un titre RNCP classique, c'est au moins une journée de travail et ça demande beaucoup d'attention et c'est fastidieux. Et quelque part, alors oui, il y a quand même une valeur ajoutée aujourd'hui, parce que l'ingénieur pédagogique, il sait quand même vraiment ce qu'il y a dans le catalogue, il sait vraiment de quoi on parle. Mais voilà, nous, on est quand même en train de réfléchir de plus en plus à voir si l'IA peut nous aider dans cette tâche-là. Et on a notamment fait un bot en tout cas, automatisé sur la première partie, qui est de chercher l'ensemble des modules les plus évidents, disons,
pour, par exemple, une formation assistant comptable. Ouais. Pour cette formation, les modules sont assez évidents à trouver pour notre chatbot, mais il va pas pouvoir chercher, il va pas pouvoir faire le petit pas de côté, où nous, on va pouvoir rajouter des choses qui vont être cette valeur ajoutée plus créative et avoir vraiment ce temps de qualité pour ça. C'est tout l'intérêt, hein. C'est-à-dire qu'au-delà de ce fameux matching qui est la première étape, c'est aussi avoir de la suggestion, c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'on peut y associer, et typiquement pour les métiers en devenir, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui viendrait compléter un parcours. Parce que là, effectivement, la première étape du matching, on va avoir dans le référentiel ce qui est important, mais on a fait un travail d'ailleurs avec des clients dans le même sens, c'est-à-dire qu'on les a fait réfléchir, c'était des RH d'un grand groupe d'assurance, et on leur a demandé de travailler sur finalement le profil de la formation type qui serait utile pour les téléconseillers de demain. Donc ils sont allés sur ChatGPT et en fait, on s'est rendu compte que la réponse que proposait ChatGPT sur la formation en tant que telle, il y avait une grosse partie qui était intéressante sur les compétences commerciales, qui sont le fondement d'un conseiller finalement clientèle, mais elle n'était pas capable de faire la distinction, par exemple, entre le marketing, enfin, il y avait le mot digital, hein, conseiller clientèle digital, et elle ne faisait pas la distinction entre l'utilisation ou l'usage du digital en amont, c'est-à-dire comment j'utilise le marketing digital, et le fait que je sois un conseiller digital, c'est-à-dire que je sois un conseiller à distance, soit par le web, soit par des conversations téléphoniques, soit par tout autre procédé de distanciel, le métaverse, peu importe. Et donc ça, c'est toute la finesse qu'aujourd'hui, nous, on peut apporter quand même. C'est-à-dire ce regard sur, finalement, qu'est-ce qu'on entend par un mot qui peut être totalement interprétable de différentes manières. Il n'y a pas de meilleure interprétation, mais en tout cas, ce n'était pas la volonté. C'était pas ça. Mais c'est ça, je pense vraiment, le terme le plus juste aujourd'hui, et tu l'as employé pour qualifier l'IA, c'est que c'est un assistant. Donc un assistant, il n'a pas forcément toutes nos compétences. Il faut qu'il comprenne globalement un petit peu l'activité, on va dire. Et puis après, ça va être vraiment de lui donner toutes les instructions nécessaires pour qu'il réalise bien la tâche de bout en bout. Donc c'est pour ça que vraiment il faut dialoguer avec l'IA et puis ne pas être avare en détail, en précision. Et c'est là qu'on obtiendra le meilleur résultat. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas obtenir directement quelque chose qu'on pourrait attendre d'un expert. Et c'est ça qui peut être fastidieux, parce que justement, l'affinage de ces questions et de ces prompts, finalement, prend beaucoup de temps aussi. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on n'est pas forcément en capacité de se dire qu'on gagne énormément de temps. Parce qu'on va en gagner au départ, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le matching, par exemple. Là, c'est des tâches simples sur lesquelles l'IA va pouvoir répondre. Mais au-delà de ça, quand il va falloir vraiment creuser et aller plus loin, finalement, on se rend compte que l'interprétation de l'IA, ou en tout cas la volonté qu'on a de faire en sorte que l'IA apporte une réponse ciblée et précise, va demander encore plus de temps finalement que si on l'avait fait dès le départ avec notre réflexion intellectuelle. Pardon, j'allais juste dire, le vrai gain de temps, en fait, ça va être sur des tâches répétitives, parce que justement, on va pouvoir éventuellement faire un bot. Et donc, on va déjà paramétrer un petit peu et lui donner toutes les infos dont il a besoin. Donc après, d'un jour à l'autre, on va lui dire, tiens, nouveau matching à faire, et là, ça va rouler. Alors que si c'est des tâches différentes à chaque fois, effectivement, il y a tout ce processus de dialogue avec la machine pour arriver à ce qu'on veut, et qui prend un c'est temps. un management normal aussi. Quand tu manages quelqu'un, au final, tu reprends pas tous les jours des sujets différents. Il s'alimente et il s'enrichit de tous les échanges qui s'accumulent les uns aux autres. Il y a un petit peu ce rapport-là aussi. Surtout qu'on est quand même, là on parle de choses où on est sur des outils qui sont conversationnels, où tu as quand même un bot. Un bot qui te dit je suis là pour toi, comment puis-je t'aider. Il y a quand même ce côté aussi qui je pense est à prendre en compte. C'est très bien pensé, d'autant plus quand on a des choses avec des petits avatars humanoïdes où là on a vraiment l'impression de dialoguer avec quelqu'un alors que ça n'est pas le cas. Et ça m'amène, et du coup ce que tu disais Sophie est hyper intéressant, et parce qu'on a effectivement un petit peu abordé comment dans votre quotidien vous avez introduit l'IA, mais comment dans les formations en elles-mêmes, le contenu des formations, vous aidez les autres ingénieurs pédagogiques, les formateurs, les acteurs de l'éducation à prendre en main ces sujets aussi. Ah oui, justement, c'est ce dont je voulais parler. Dans la formation, alors je dirais que ce n'est pas encore très répandu dans la formation.
parce que l'IA a menacé en fait la formation. L'IA a été interdite, hein, d'ailleurs, quand elle est sortie. ChatGPT a été interdit dans les universités, etc. C'était interdit ? Oui, interdit. Dans certaines entreprises, ça l'est encore. Hein. Ah ouais, d'accord. Voilà, dans certaines... alors, je crois que c'est plus le cas. Maintenant, ils essayent donc de travailler avec, hein, parce que voilà, chacun peut aller expérimenter l'IA. Après, il y a la question des fuites de données aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour certaines entreprises, c'est compliqué. Ah, pour les entreprises, mais pour les universités, les écoles et les formateurs, il y a... c'est aussi donc un assistant. L'IA va pouvoir répéter la même chose de manière différente, reformuler, etc., autant de fois que l'élève le désire. Sans se vexer. Sans biais cognitif, sans agacement, ce qui est quand même vraiment bien. Et donc le bot aussi créé par un formateur est très intéressant parce que les élèves qui ont déjà compris la première étape, la première séquence du cours peuvent passer à la seconde, tandis que ceux qui ont encore des questions là-dessus peuvent poser leurs questions à l'IA quand ils rentrent chez eux, par exemple. C'est intéressant aussi pour créer du débat. On peut mobiliser l'IA dans un débat, dans une classe, pour justement le côté éthique et la vigilance, apprendre la vigilance pour les élèves en ayant des prompts qui tromperaient l'IA, par exemple. Donc c'est assez amusant d'avoir un avatar, enfin c'est virtuel, quoi, c'est une conversation virtuelle et de finalement former les étudiants à cela. Et d'avoir un média supplémentaire, en fait, pour l'étudiant. De toute façon, moi, comme je disais tout à l'heure, ça va être inévitable. Et puis, les étudiants commencent de toute façon... Enfin, ils ont déjà commencé à l'utiliser. Donc, il faut l'intégrer à la formation. Et puis, on est déjà dans la recherche de l'IA qui contrôle ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. De l'IA qui contrôle que ce n'est pas une IA qui a répondu. Oui. Parce que là, on est déjà dans la... Mais c'est très méta. Oui, c'est ça. Mais c'est malheureux, d'ailleurs, parce que finalement, on voit que pour toutes les innovations, quelles qu'elles soient, dans les révolutions industrielles ou technologiques, on cherche tout de suite le contre-pied pour être sûr que finalement, on a bien évalué tous les risques. Alors qu'en fait, je pense qu'on est... Ce qui est rarement le cas. Bien sûr, c'est rarement le cas. En plus, on n'est pas en capacité de tous les risques de les imaginer à l'heure actuelle, puisque en fait, on est loin d'avoir fait le tour de la question. Et c'est quand même un comportement un peu déviant, je trouve aussi, de se dire on va un peu casser dans l'œuf ces découvertes pour être sûr que finalement, elles vont pas complètement nous entacher. Je pense qu'il y a aussi le bon sens et la raison qui vont réguler aussi d'une manière assez... naturelle et l'expérimentation. Tous les biais dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'on utilise une IA pour se servir de quelque chose, en fait, ce qui compte, c'est le raisonnement. Et je crois que vraiment la différence qu'ont les humains par rapport à l'IA aujourd'hui, et c'est ce qui nous différencie depuis l'âge des Gréco-Romains, c'est justement cette capacité à raisonner, comme faisaient les philosophes. Et à innover, justement. Parce que l'IA ne sera pas forcément capable de le faire, puisqu'elle se base sur ce qu'elle sait déjà, alors que l'être humain, il va aller chercher autre chose ailleurs. Quoi, et puis, il va penser différemment. C'est bien de notre responsabilité. Voilà. C'est bien de notre responsabilité en tant qu'être humain de ne pas utiliser que l'IA pour s'acculturer, mais aussi de bouger son corps pour aller dans des conférences, dans des bibliothèques, de ne pas oublier les autres médias, en fait. Et c'est ça aussi la menace, en fait, c'est la science-fiction, hein. C'est de se dire, elle va nous remplacer. Ça existe, il y a des romans de science-fiction, Asimov, etc., qui parlent de ça, où l'IA, ou Wall-E, par exemple, Wall-E, si on prend ce film de Pixar, qui montre que l'IA a vraiment remplacé tout le monde, les êtres humains, et que les êtres humains ne se déplacent même plus avec leurs propres jambes, ne font rien par eux-mêmes. Donc c'est bien à nous, de notre responsabilité, d'utiliser l'IA de façon éthique. Mais c'est ça, oui. Puis le risque, c'est en fait de se dire, ça, la machine est capable de le faire, donc c'est pas la peine que j'apprenne à le faire. Et c'est ce qu'il y a eu avec la machine à calculer, en fait. Du coup, aujourd'hui, les gens en calcul mental ont quand même beaucoup de difficultés. C'est très, très limité par rapport à ce qu'on savait faire il y a 50 ans. Et puis, parce qu'on se dit, j'ai la machine, c'est bon. Clairement. Alors après, est-ce que franchement, moi j'ai appris à faire des racines carrées à l'école, est-ce que sincèrement ça
me servirait tous les jours, je suis pas certaine. Oui. Dans mon métier, en tout cas, c'est sûr que non. Mmh. Dans d'autres métiers, peut-être. Ouais. Mais c'est vrai aussi que ce calcul fastidieux nous a permis de nous concentrer sur la résolution du problème. C'est ça. Oui. C'est ça. Et puis c'est un entraînement du cerveau. Aussi, Oui, tout mais simplement. oui, Pour, tout à fait. donc, C'est ça. Tout à fait. Et encore une fois, c'est un entraînement du cerveau, donc sur à la fois de la méthode et puis une capacité de concentration également, parce que bon, il faut aller jusqu'au bout d'une problématique. Ça, c'est important, la capacité de concentration. Et on le voit parce que au-delà de l'IA, tout ce qui est temps sur écran, qu'on passe tous, en fait. Il y a deux choses dans l'IA qui viennent rejoindre cette problématique. C'est, finalement, si l'IA prend le pas dans notre quotidien et s'incrémente de plus en plus, c'est un peu comme toutes les micro-vidéos qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est abreuvé d'informations, et est-ce qu'on fait vraiment le tri on a parlé beaucoup des fake news, et heureusement que maintenant les gens sont sensibilisés à ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à prendre pour argent comptant une information, finalement, qu'on nous envoie. Et non pas qu'on va chercher. Et c'est ça la difficulté. C'est ça, exactement. Mais est-ce que du coup, on n'est pas en train de se dire là aussi que dans notre métier, aujourd'hui, on a aussi d'une certaine manière un énorme devoir de conseil par rapport à nos clients sur le fait aussi de les éduquer, en tout cas de les aiguiller, de les accompagner et de faire de la pédagogie sur l'utilisation de l'IA et tout ce que tu dis, tout ce que vous résumez très bien. C'est-à-dire, oui, c'est potentiellement un vrai plus. Il y a des effets très concrets qui nous aident à gagner du temps à partir du moment où on a identifié quelle était la part d'automatisme et la part qui nécessiterait toujours de faire du remue-ménage et donc du coup la valeur ajoutée vraiment encore intellectuelle des personnes. C'est quelque chose qui va aussi, et je pense que toi tu dois beaucoup le sentir dans ton rapport avec les clients aujourd'hui qui se positionnent sur ce type d'outils. Oui. Parce qu'on en développe aussi en interne actuellement. C'est ça. En fait, ils sont très friands de plein de choses, mais surtout d'une solution. Oui. Parce qu'en fait, l'IA, c'est un bien grand mot qui peut englober des tonnes de significations. Donc là, on vient de parler de l'IA en pédagogie, c'est-à-dire finalement les assistants sur de la conception, sur de la réflexion, sur du contenu. Mais il y a effectivement l'IA en tant qu'assistant dans des outils et dans de l'automatisation de tâches et dans de la aussi des nouveautés. Typiquement, effectivement, nous, on a notre outil BlendGen aujourd'hui qui nous permet de créer des contenus très rapidement dans toutes les langues. Là, c'est plus l'outil, en fait. Et aujourd'hui, cette IA-là, elle ne fait que ça, mais alors que c'est déjà très bien, puisque c'est un énorme pas en avant. Concevoir des contenus en une demi-heure plutôt qu'en 2 jours, dans toutes les langues immédiatement, avec des templates tout près, c'est déjà un pas de géant. Mais par exemple, c'est un outil du marché. Il y en a plein d'autres qui font des séquences ou des micros qui offrent des micro-réponses. Et aujourd'hui, la vraie question des clients, c'est finalement, est-ce que je pourrais pas ouvrir une lettre au Père Noël en demandant comment je peux raccorder tout ça dans la pédagogie et dans l'offre notamment digitale. On a d'un côté les LMS qui intègrent elles-mêmes de l'IA. C'est-à-dire pour conseiller l'apprenant sur à la fois son suivi, son assiduité, mais aussi ce qu'elle pourrait voir. On a par ailleurs des outils pour fabriquer des contenus. On a des outils pour fabriquer des séquences pédagogiques. On a des outils pour réfléchir plus vite. On a des outils pour créer des parcours. Et pour évaluer aussi. Pour évaluer, absolument. GoodGrades en est un bon exemple, l'outil d'automatisation de la correction de copie ou d'exercice. Et en fait, tout ça ne communique pas aujourd'hui. Donc il nous faudrait finalement une IA globale pour répondre et pour faire en sorte que ces moyens communiquent pour devenir encore plus intelligents. Et l'attente de nos clients, on se rend compte que c'est très difficile de leur répondre de manière simple. Parce qu'en fait, ils se posent des questions, cette fois-ci, ils ont réfléchi en amont, sur une solution globale, sur une attente par rapport à une problématique, à laquelle aucune IA toute seule ne peut répondre, qui est finalement l'utilisation ou l'usage d'un certain nombre d'outils qu'ils ont déjà en interne, ou de projets ou de process, des outils qu'ils pourraient implémenter, sauf que le plug and play n'existe pas encore, quoi. Et donc c'est ça la vraie difficulté. Alors bien sûr on les accompagne sur à la fois la conception, la rédaction d'un cahier des charges, parce que ça passe par là. Une pensée fumeuse c'est bien, mais c'est compliqué à mettre en œuvre derrière. Il faut avoir, c'est vrai, un contour. Bien cerner finalement la problématique, ça bien sûr c'est notre métier. Et puis après ça va être de trouver, pourquoi pas, déjà les outils existants ou les méthodes ou les process existants et faire en sorte que ça fonctionne ensemble. J'ai pas la solution miracle avec le patch IA qui arrive dans la nuit et qui fait que le lendemain la réponse est trouvée. Quand on pense IA aussi, la réflexion qu'ils nous font, c'est qu'en effet, comme ils pensent automatisation, ils pensent
moindre coût. En réalité, aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut être très conscient que c'est l'acquisition déjà d'un certain nombre de projets, d'outils, de méthodos, d'organisations qui vont être un peu coûteux à la base, et pour qu'ensuite, enfin, on gagne du temps, mais on gagne surtout en efficacité et en qualité. Ce que tu disais tout à l'heure, ou toi, Nathalie, effectivement, se dire que, par exemple, on est véritablement, par exemple, centré sur l'efficacité d'une formation. Là, aujourd'hui, on a plein de choses qui cohabitent, mais on n'a pas trouvé le système unique qui permette de conjuguer résultats sur la LMS, favorisation, on va dire, ou mise en exergue d'un module qui soit particulièrement intéressant, niveau de l'apprenant initial, et puis compétences visées et référentiel de compétences internes qui n'est pas forcément lié dans les entreprises pour ensuite proposer la meilleure formation. Enfin, il y a des choses qui existent, hein. À chaque fois il y a des bouts, il y a des liens, mais tout n'existe pas d'un coup. Ça viendra, hein, je pense. Et puis peut-être justement une association de plusieurs entreprises qui ont chacune leur spécialité et qui peut-être ensemble arriveront à concevoir quelque chose qui vraiment soit, je sais pas, l'école du 21e siècle gérée par l'IA. Ouais, en fait, c'est un peu ça, quoi. Ou l'organisation apprenante. Ça fait un peu... La vraie organisation apprenante, parce que tout le monde en parle. Pourquoi ça te fait peur? C'est justement les romans de science-fiction dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si c'est géré par l'IA, ça veut dire que peut-être on interdira aux êtres humains d'avoir des émotions, d'être singuliers, différents. Peut-être que l'IA pourra avoir une intolérance en fait sur les êtres humains et nous créera elle-même en fait. Mais aujourd'hui déjà, l'IA est capable de retenir des particularités, des réactions et de pouvoir dresser un profil émotif des personnes. Et s'adresser d'une manière, c'est vrai, hein, s'adresser d'une manière ou d'une autre à quelqu'un en fonction des retours et de la façon dont la personne s'exprime. Il y a déjà cette granularité, donc ce sera jamais quelque chose qui sera capable d'émotion, mais en tout cas qui peut reproduire aussi des choses. De nous faire croire qu'il est nous faire croire, exactement. Et après l'espèce d'inversion un petit peu de qui est le maître, qui est l'assistant. Finalement, c'est ça qui te fait peur en fait. C'est un petit peu. Oui, c'est ça qui, je pense, fait peur à tout le monde et qui est menaçant en fait. C'est vraiment garder. En fait, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est de nous libérer du temps pour nos points forts en fait, pour notre valeur ajoutée. Pour ce qu'on peut conceptualiser, innover, inventer, créer, tout le côté itératif aussi. Ça, pour l'instant, on peut faire plein de choses avec l'IA, notamment faire des briefs rapidement, travailler rapidement sur Photoshop ou sur Illustrator avec l'IA, par exemple. Maintenant, tout le monde a accès aussi à des présentations jolies avec les outils comme Canva. Ça existe depuis longtemps maintenant, mais il y a l'IA aussi à l'intérieur maintenant. Donc, tout le monde a accès en fait à plus de choses visuelles, à la photo. Tout le monde a accès à la photo, à l'image, à la photo numérique depuis longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est plutôt aller vers la création, quoi. C'est aller vers une créativité, des process créatifs, des inventions. Moi, ce que je trouve de très positif, en fait, c'est qu'on est finalement dans une recherche de la perfection. Parce que on est en train d'essayer de se simplifier la vie pour enfin créer de la valeur. Là où on était, on parle du Fordisme, il y a fort longtemps, on était dans une ère où en fait ce qu'on voulait c'était automatiser les tâches pour aller effectivement pour reproduire et pour produire en masse, donc ça, en série, en masse, et donc faire des économies d'échelle et de façon uniforme. Donc ça, je pense que ça fait un petit moment qu'on y est arrivé. Mais là en fait on est à la recherche du petit plus systématiquement. Je voudrais pas faire référence à une marque particulière de cacahuètes que peut-être les gens de ma génération connaissent, mais c'est le petit plus de Monsieur Belzen en fait. On est en train de se chercher tout le temps la perfection. Comment finalement, je faisais déjà ça, c'était très bien. Quand on parle d'assistance, c'est comment l'assistant va m'aider à augmenter finalement encore ma performance. Performance au sens process, performance au sens conception, au sens, on va dire, qualité de la réalisation, voilà.
Maintenant, on n'a pas mesuré encore si finalement on apprenait plus vite. Et c'est ça, moi, qui me taraude aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme process ou comme utilisation ou usage de l'IA qui nous permettra de nous dire qu'on a appris plus vite. Parce que c'est ça l'intérêt. Parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une course aussi au savoir. Plus vite et durablement, parce que c'est l'ancrage des savoirs aussi. C'est ça, il faut muscler le cerveau, quoi. Si l'IA nous répond à tout le temps. Oui, comme on fait la recherche sur Internet instantanée, qu'est-ce qu'on retient quand on... Alors, on a notre assistant aujourd'hui, je pense que tout le monde fait la même chose, hein. On a une question et on prend notre téléphone, on va chercher sur Internet, on va chercher... Et c'est un assistant. Est-ce que derrière, on saurait redire ce qu'on a cherché et ce qu'on a retenu l'info ? J'en sais rien, j'ai pas fait l'exercice avec moi-même en toute honnêteté. Mais c'est l'infobésité, on a trop d'informations, ça ne rentre plus, enfin ça ne s'ancre plus, toutes les informations ne s'ancrent plus aussi bien. Oui, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses, on scrolle beaucoup aussi sur les réseaux. Et ça part dans tous les sens, sur plein de sujets différents. En fait. C'est pour ça que je pas parle en profondeur un sujet. Le socle culturel, c'est pour ça qu'il est très important. Et qu'on construit tout petit. Et toute sa vie. Et apprendre à apprendre. Voilà. Ça, on n'en démarre pas, quoi qu'il arrive. Le apprendre à apprendre, c'est fondamental parce que c'est justement tout ce qu'on disait, c'est faire le tri et puis retenir. Parce que effectivement, on le voit bien dans la partie gestes métiers. L'ancrage, il se fait par la pratique. Mais quand on est sur des notions beaucoup plus sensibles, telles que les soft skills, là encore, on peut avoir un retour de la personne qui est en face de soi. Donc là, on apprend vite quand ça se passe pas bien. Mais sur le apprendre à apprendre dans des notions, des contenus, et puis on se rend compte aussi, comme tu disais, avec l'infobésité, qu'on a tellement d'informations qu'au bout du compte, des choses qu'on a apprises et qu'on connaissait très bien ont disparu au profit de nouvelles choses. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien aujourd'hui? Je sais pas. Parce que est-ce que ces informations qu'on a apprises plus jeunes ou antérieurement ont plus de valeur que les récentes? Ma foi, est-ce qu'on a assez de recul pour le dire? Je sais pas. On peut remarquer qu'on peut toujours remobiliser des choses qu'on a appris plus jeunes, plus petits, disons. Oui. Même si elles ont, comme je suis d'accord avec toi, elles disparaissent un peu parce que ça change tout le temps en fait. Nous, là, on est dans une époque qui a beaucoup changé depuis de 98, 2000, depuis l'apparition des téléphones portables, l'avènement d'Internet. Aujourd'hui, l'IA, ça fait quand même beaucoup de choses à... La période Covid aussi, où il a fallu... c'est une des grosses périodes d'adaptation, en fait, qui vont très, très vite et sur lesquelles, on est obligé d'avoir une petite réflexion et qui mobilise notre curiosité. Moi, j'ai une question pour Nathalie, mais que je vous poserai aussi parce que ce serait intéressant pour le mot de la fin d'avoir un peu votre retour à chacun. L'IA devrait être utilisée pour évaluer la qualité des contenus créés par les ingénieurs pédagogiques. Ah, vaste question. Je dirais que dans le process d'ingénierie pédagogique, en tout cas de création de contenu, je dirais qu'auparavant, on faisait appel directement à un expert et on se renseignait un petit peu sur Internet, sur le domaine, mais on faisait directement appel à un expert. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut s'acculturer déjà sur le domaine, poser des questions, avoir une conversation avec l'IA, pour avoir en fait des mots-clés et un genre de lexique ou de domaine ou d'étape pré-process, ce qui ne nous empêche pas de faire appel à un expert. Mais faire vérifier par l'IA, ça peut faire partie de l'étape de vérification ou de relecture, mais pas que. Il y aura forcément un être humain, voire deux, voire trois, derrière. Florian, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça peut contribuer à l'amélioration de la qualité des contenus, notamment pour vérifier que le contenu est exhaustif. Parce que un expert, il va nous proposer des choses qui seront peut-être tout à fait intéressantes, mais il y aura peut-être quelques petits morceaux qu'il aura oubliés qui seraient quand même importants de rajouter dans la formation. Et du coup, ne serait-ce que d'avoir ces suggestions par l'IA et pourquoi pas les reproposer à l'expert en lui disant, l'IA quand même, après c'est l'expert qui peut aussi faire cette recherche lui-même, mais l'IA a suggéré qu'on aborde aussi tel ou tel thème, et peut-être que ça pourrait contribuer en fait à vraiment vérifier qu'on a tout balayé. D'accord, effectivement.
Alors moi, je prendrais effectivement l'IA comme assistant en amont pour valider la méthode de conception. Je m'explique, bien sûr, il y a le processus qui pourrait être par étapes et qui pourrait être proposé par l'IA, ça c'est une première chose, mais bon, il y a quand même beaucoup de créativité aussi, et donc ça c'est heureusement ce qu'on disait, c'est notre différence. Notamment, tu parlais des experts. Les experts, en fait, ils ont toujours eu tendance à dire il faut qu'ils sachent tout. Parce que c'est la tendance d'un expert, c'est dire je veux transmettre mon savoir. Et c'est bien normal. Pour le coup, si une IA est bien entraînée et qu'elle est en capacité de comprendre quel est le niveau des objectifs pédagogiques attendus en fonction d'un public cible, je pense que l'IA serait en capacité peut-être de dire on coupe. Oui, c'est pour ça. être justement plus pointu et vraiment centré sur les objectifs pédagogiques. C'est ça le travers en fait qu'on peut avoir dans la conception. Donc moi je le verrais plutôt dans cette cette co-conception plutôt qu'en vérification. Et deuxième chose, là où ça pourrait être très intéressant aussi, c'est sur la création d'un exercice qui soit extrêmement pratique sur plein de métiers. Typiquement, quand on est dans les soft skills, c'est pas du tout pareil quand on est un manager terrain que quand on est dans des terrains sur des usines ou des systèmes d'exploitation, que quand on est face à des services centraux et donc des cadres. Voilà. Et je pense que là aussi, pouvoir se dire qu'une thématique transversale comme le management, on pourrait imaginer tout un tas de cas différents auxquels la personne, l'expert en tout cas, n'a pas forcément pensé parce qu'il ne connaît pas aussi bien ce milieu. Voilà. Un expert dédié, on va dire, entreprise, n'aurait pas forcément, entreprise, on va dire, de service, n'a pas forcément toutes les sensibilités attendues. Heureusement, quand même, il y a des gens bien câblés, mais pas forcément toutes les sensibilités attendues sur toutes les difficultés terrain qu'on peut rencontrer, notamment dans les entreprises privées où il peut y avoir des difficultés de dialogue entre la direction et puis les équipes terrain, parce que bon, il y en a quand même encore en France, des revendications, des besoins, des attentes sur le terrain. Donc ça, toute cette finesse finalement de mise en place de cas pratiques, je pense que ça peut être intéressant pour confronter l'expert dans son ingénierie pédagogique et aller du coup cette fois-ci encore plus vite dans le déploiement parce que on peut par les exercices pratiques s'adapter à n'importe quelle situation. Et puis pardon. Vas-y, je t'en prie. Et sur les réactualisations aussi, c'est intéressant. Oui, et puis aussi la vraie plus-value que pour avoir l'IA, c'est pour l'individualisation des parcours, parce que c'est pas ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Et puis parce que c'est pas évident de pouvoir, quand on a vraiment toute une masse d'apprenants, de pouvoir faire des choses très très personnalisées, très individualisées. Et l'IA aujourd'hui le permet. Alors on n'a pas encore énormément de recul pour savoir si elle le fait bien, très bien, mais en tout cas ça en prend le chemin. Et ça, c'est super. C'est super intéressant. Je pense qu'en fait, il y a des choses, des grandes lignes qui se dégagent de tout ce qu'on s'est dit. C'est que déjà, l'IA est un assistant, donc il ne remplacera jamais, puisqu'il n'est pas autonome de toute façon, donc il ne remplacera jamais quelque métier que ce soit, et certainement pas le métier des ingénieurs pédagogique ou des formateurs. Mais a forcément un impact aussi sur la transformation des métiers. Donc ça, on pourra aussi en parler, que nous, en tant qu'acteurs de la formation et de l'éducation, on a un rôle à jouer pour aussi permettre l'esprit critique et inciter aussi nos clients à développer leur esprit critique, puisqu'ils ont tendance à avoir un petit peu soit des étoiles qui brillent dans les yeux en pensant que c'est une solution magique qui va répondre à tous leurs besoins juste parce que c'est de l'intelligence artificielle. Or, on voit que ça ne se passe pas de cette manière-là. Donc, il y a vraiment... Hélas, pas encore. Une transformation du métier de commercial aussi, d'ailleurs. C'est pas uniquement des ingénieurs pédagogiques. Ou de consultants, parce que effectivement, dans le métier de la formation, on parle plutôt de consultants, parce qu'en effet, c'est... la relation client est très importante, notamment pour tout ce qui est confiance et confidentialité sur tout ce qu'on va échanger, mais c'est surtout sur le degré d'implication et de compréhension qu'on peut avoir d'un métier ou d'un contexte ou d'un système, d'une organisation systémique, pour pouvoir y apporter une solution. Effectivement, si... là, on va attendre des compétences métiers encore plus développées de la part d'une personne. On n'est plus dans l'ère où on va proposer juste un parcours qu'on a l'habitude de plus ou moins adapter. Quand on dit qu'on faisait de l'intra à partir d'un module qui fait 2 jours classiques présentiels et que globalement on change un exercice, on n'en est plus là du tout. Alors nous, on n'est pas concernés parce qu'on est dans les métiers du digital où effectivement on est très pointilleux et pointu sur ces contenus-là, mais... en effet, il faut que le consultant maintenant soit vraiment très vif d'esprit et très alerte sur tous ces sujets qui évoluent tellement vite. Et en veille, être en veille. Exactement. Il me vient en tête une ultime question.
Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs de la formation ont déjà réellement, concrètement implémenté l'intelligence artificielle dans leur quotidien et leurs pratiques ? Florian. Moi, je dirais c'est vrai et c'est faux. En fait, ça dépend. Je pense qu'il y a des gens certaines entreprises qui sont déjà bien avancées dans l'utilisation de l'IA. C'est loin d'être la majorité. Mais en tout cas, je dirais que tout le monde s'y intéresse. Et tout le monde est conscient qu'il va falloir y aller. Voilà. D'accord, Nathalie. Mais je reprendrai ta réponse. Je dirais que c'est vrai et faux à la fois, parce que les acteurs de la formation, ça concerne beaucoup de monde, de métiers différents. Et je dirais qu'en ingénierie pédagogique, on l'a intégré dans nos process, mais les formateurs sont encore en devenir dans leur process. Donc voilà, je dirais plus faux que vrai en fait. Et moi, je te répondrais différemment par rapport à ta question. Je pense que les acteurs du monde de la formation dans le domaine des entreprises ont été obligés de l'intégrer dans la mesure où l'IA fait partie d'un métier. C'est-à-dire que les métiers qui ont déjà expérimenté l'IA et qui l'utilisent au quotidien parce que ça facilite, ont été obligés de l'intégrer aussi dans leur ingénierie pédagogique. Alors peut-être pas au moment de la conception, en tout cas, l'intégrer comme étant une donnée supplémentaire et du coup un changement majeur dans un métier. Et pour répondre à ces métiers-là, parfois, il n'y a pas de formation. Donc, du coup, oui, ils utilisent la recherche et tout ce qu'ils peuvent, avec les experts métiers, bien sûr, pour implémenter l'IA. Après, j'ai envie de dire, c'est encore le début. On a vu que ce courant et cet engouement, nous, on a été présents dans les salons, les clients sont venus nous voir. Ils ont des questions très hétérogènes et un niveau de maturité très différent, effectivement, notamment à travers 2 facteurs. Le premier, c'est finalement, est-ce que mon IT me permet d'ouvrir les portes pour pouvoir bénéficier d'IA, ce qu'on se disait au tout début de notre échange. Et la deuxième vraie grande question, c'est est-ce que mon entreprise, donc moi en tant que pôle LMD, on est capable de réagir très vite. Et parfois, il y a quand même un écosystème qui est un peu lourd à bouger. Ça va dépendre beaucoup des humains qui sont à la tête justement de ces pôles. J'en connais plein qui sont hyper dynamiques et qui ont créé plein de choses, et puis d'autres qui sont un peu attentistes. Voilà. Ça répond un vrai faux aussi à ta question. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour tous ces échanges. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Je pense qu'on n'a pas fait le tour de la question. Non, certainement pas. Certainement pas, clairement. Ça va donner une série de podcasts là-dessus. Oui, ça évolue tellement vite qu'on aura des choses nouvelles à dire régulièrement. Exactement. Exactement. Merci en tout cas pour cet échange. Et puis on se retrouve au prochain épisode du podcast qui n'a pas encore de nom. À bientôt. Merci Tania. Merci Tania, au revoir.